Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Au fond, commençons par là. Les réactions très hostiles dans les territoires palestiniens, le silence des capitales du monde arabe. Ici en France, Pérez est enterré comme un grand homme, une grande conscience. Cette hostilité toujours du monde arabe, ça vous surprend ou pas ? Oui et non, parce que c'est vrai que Shimon Peres a eu des fluctuations idéologiques au cours de sa carrière, comme l'ont rappelé vos différents reportages. Il a effectivement été l'un des principaux architectes de la dissuasion nucléaire israélienne dans les années 50 ou 60. Il a également encouragé le système de la colonisation dans les années 70, mais il est devenu ensuite l'homme de la paix. Il a fait beaucoup pour les accords d'Oslo. Et je pense que les dirigeants arabes, ou en tout cas les dirigeants palestiniens, ne regardent pas suffisamment à la faute de leurs propres dirigeants, et en particulier de Yasser Arafat, qui avait rejeté les différentes offres de paix également de Shimon Peres dans les années 2000. Et je pense qu'également du côté de la Turquie, on attend un geste, on attend toujours une annonce du président Erdogan de savoir s'il participera aux obsèques de Shimon Peres, puisqu'on sait qu'il essaie de se rapprocher d'Israël ces derniers mois, et cela sera un symbole important, je pense, si une telle annonce est faite. Au fond, à travers soit ce silence, soit ces réactions hostiles, et même à travers vos paroles, ce qu'on sent, c'est que l'œuvre de Pérez, les accords d'Oslo, ce qu'il en reste, c'est 3 fois rien. Il en reste quoi, de votre point de vue, Emmanuel Navon ? Vous savez, les accords d'Oslo ont été conçus par Pérez à la suite de l'échec de l'accord de Londres qu'il avait signé avec le roi Hussein de Jordanie en 1987 pour essayer d'arriver à un modus vivendi sur la Cisjordanie qui était dans le passé sous contrôle jordanien en coopération entre Israël et la Jordanie. Or, il y avait à l'époque un gouvernement d'union nationale entre le Parti travailliste et le Likoud a fait échouer cet accord de Londres, et c'est à la suite de cela que Shimon Peres a pris le pari des accords d'Oslo. Ces accords qui ont donné une autonomie aux Palestiniens, mais qui, comme on sait, ont échoué, en particulier après la conférence de Camp David à l'été 2000, lorsque Yasser Arafat a rejeté l'offre de Ehud Barak. Autonomie aux Palestiniens et au fond l'idée de 2 États, un État israélien, un État palestinien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Israël des voix qui comptent, qui soutiennent cette solution à 2 États ? Il en reste ou pas ? Il en reste, à commencer par le Premier ministre lui-même. Mais comme vous le savez, il ne suffit pas de voix pour transformer ce principe en réalité. Il faut également qu'il y ait une volonté politique des 2 côtés. Et il ne suffit pas d'exprimer sa volonté, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien. Comme on le sait également, le principe de partition et de partage entre Israéliens et Palestiniens a été proposé pour la première fois en 1937 par la commission Peel, il y a 80 ans. Et depuis 80 ans, cette solution ne cesse de fonctionner en théorie et d'échouer en pratique. Est-ce que les échecs successifs sont dus aussi au fait que, au fond, aujourd'hui, ce conflit israélo-palestinien, il est moins au centre des relations internationales. Ce qui est au centre de tout, on le verra d'ailleurs dans un instant, c'est la Syrie. Est-ce que voilà, il y a moins de travail diplomatique autour de ce conflit aujourd'hui ? C'est également dû au fait que, comme on le sait aujourd'hui, il y a une délicatesse au Proche-Orient, que les différents pays de la région implosent. Vous avez rappelé la Syrie, mais il y a également l'Irak, il y a également la Libye. Et bien entendu, tout le monde comprend bien aujourd'hui que la première des priorités, ce n'est pas de créer un État arabe supplémentaire alors que les États arabes sont en train d'imploser. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas essayer de résoudre ce conflit, mais que le modèle classique de redéfinir des États, il est possible qu'il faille repenser à d'autres solutions, en tout cas temporaires, et surtout de se dire que c'est quand même un conflit centenaire et que cela prend du temps pour peut-être pas résoudre, mais en tout cas gérer ce genre de conflit, alors même que l'on assiste aujourd'hui dans la région, comme je l'ai dit, à une redéfinition des frontières. Il est possible qu'il soit temps de penser à des solutions alternatives et que un conflit n'est pas toujours soluble, mais peut-être parfois uniquement gérable. Ce sera ma dernière question, Emmanuel Navon. Il y aura des dizaines et des dizaines de dirigeants aux obsèques de Shimon Peres. Vous parliez de la Turquie au début de cet entretien. Est-ce qu'il peut y avoir des échanges, des paroles, des signes qui feraient un tant soit peu progresser la paix à l'occasion de cette cérémonie ? Je pense que ce serait important si Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, pouvait se rendre à ces obsèques.
C'est possible selon vous ? C'est possible, cela dépendra de lui. Est-ce qu'il aura le courage politique de le faire ? Peut-être également le président égyptien, Al-Sisi. Je vous rappelle que le président Moubarak était venu aux obsèques de Yitzhak Rabin. Encore une fois, on ne fait pas uniquement la paix avec des symboles, mais souvent les symboles ont un effet psychologique important, comme la visite de Sadat à la Knesset en 1977. Et je pense que là, Mahmoud Abbas a une occasion de lancer de donner un symbole. Cela ne signifie pas que cela résoudra le conflit, mais je pense que s'il a le courage de le faire, cela sera tout à son honneur. Merci d'avoir répondu à nos questions.